un moyen de division, de pression, de chantage sur les ONG. Je le dis directement parce que MSF a été en but à 2 ou 3 reprises à cela, des gens du HAC opposant les clusters comme réponse négative à des demandes ou à des pressions que faisait MSF pour aller travailler dans tel ou tel endroit. Donc un dispositif qui marchait plutôt pas mal, avec évidemment un certain gaspillage, des frottements, des duplications, mais quel dispositif pourrait prétendre éviter tout cela ? Et puis finalement, une certaine bureaucratisation qui est introduite par les clusters et qui devient un obstacle, une difficulté, et en plus un instrument entre les mains du pouvoir pour titiller les ONG. Jörg Montagny, un commentaire ? Oui, très brièvement. Même si on est un bon élève du système des clusters, je ne vais pas me mettre à le défendre. On a Tom ici pour ça. Non, je pense que, juste pour réagir à une des remarques de Tom, que si les ONG reprenaient plus un peu le rôle de chef de file dans les clusters, ça réduirait l'affichage des Nations Unies sur les ONG. Je pense que ça, c'est un petit peu trop facile. Je pense que le système des clusters est quand même reconnu comme un système des Nations Unies et que la participation active dans ce système rapproche quand même les acteurs du système des Nations Unies. C'est un peu comme les ministres d'ouverture dans le gouvernement français, si j'ose dire. Mais bon, pas de polémique. Et là, je ne commenterai certainement pas. Non, mais ça me permet de juste peut-être démontrer une particularité du CICR. Si on peut participer dans ce système, c'est que le CICR bénéficie bien sûr d'une indépendance et structurelle et financière qui nous permet de choisir notre degré de participation dans un système ou dans une approche comme celle des clusters. Donc peut-être une position assez particulière où notre choix où nos possibilités sont un peu plus larges que celles des ONG. Et donc on comprend aussi que certaines ONG se sentent plus obligées que le CICR à être impliquées ou se sentent plus aspirées dans ce système-là et en souffrent les conséquences. Mais pour ressauter peut-être un petit peu sur ce que disait Ronnie aussi, l'indépendance n'a pas vraiment à voir avec... Les clusters, ce n'est pas au centre, je pense, de la discussion de l'indépendance. C'est un des aspects dans lequel on peut démontrer ou ne pas démontrer son indépendance. Effectivement, le financement, oui, c'est un système qui existe et on doit s'y positionner. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on veut parler d'indépendance, il faut effectivement qu'on parle de la juxtaposition du politique et de l'humanitaire. Donc, je ne sais pas si on peut amener le débat un peu plus loin que simplement un système qui est en finalité un système de coordination. Un système de coordination, mais qui révèle visiblement un sentiment d'affaiblissement de la part de la communauté des ONG. Alors Philippe Chabas avait demandé la parole et Thomas Gonnet au fond de la salle pour Action contre la faim. Oui, Philippe Chabas, administrateur de Handicap International, mais je vais remonter encore plus haut dans ma vie Médecins sans frontières. Joseph, tout à l'heure, faisait remonter à 92. Moi, je vais refaire remonter au début des années 80 pour expliquer qu'il y avait déjà de l'intégration. Sur la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande, au début des années 80, il y avait 250 000 personnes sur 600 km et une grosse centaine d'ONG. Et en termes d'intégration, les Nations Unies ont monté une structure spéciale qui s'appelait United Nations Border Relief Operation. Ronnie, tu te rappelles. Et l'amalgame était complet, c'était totalement intégré. C'était une mission humanitaire qui avait pour objectif de laisser les gens là où ils étaient pour ne pas les réoffrir au gouvernement vietnamien en place à Phnom Penh. Donc on a tous fonctionné dans cette logique-là. Et moi j'en tire 3 leçons. La première, c'est qu'il n'y avait pas d'indépendance du tout. Personne n'a râlé, mais effectivement, un système coordonné comme ça interdit toute indépendance. Par contre, fonctionnellement, ça marchait très bien. Il y avait un accès libre d'un certain nombre d'acteurs à d'autres sources de financement. Il n'y avait pas centralisation des financements, mais il n'empêche que la structure UN était suffisamment crédible professionnellement pour que tout le monde aille aux réunions de coordination et tout était correctement coordonné.
Et le deuxième enseignement, c'est que, et c'est là où je voudrais insister par rapport au système des clusters actuels, c'est que l'agence de coordination UN ne s'occupait que de coordination et n'était en rien opératoire. Et donc ça, je pense que vous n'avez pas beaucoup répondu sur la question qu'a posée Anne, à savoir ce problème fondamental du même acteur qui est coordinateur et opérateur. Je me retourne vers Tom Delru. Oui, j'ai pas le choix, je pense. On a un peu le sentiment, à entendre les uns et les autres, en fait, non seulement d'une inquiétude, mais d'une inquiétude de perte, en fait, et d'un affaiblissement du côté du ONG. Mais on a aussi le sentiment d'une disproportion entre la masse critique des organisations des Nations Unies par rapport à la masse critique des ONG, et on a l'impression que le petit est très inquiet par rapport au gros, ça c'est ce qui ressort. Et alors, est-ce qu'il n'y aurait pas des dispositifs de discrimination positive à mettre en place, quelque part, dans le système des clusters, d'en faire un encouragement, parce que les ONG montent en puissance sur les leaders? Comment ça peut se passer, tout ça? C'est pas mon but de provoquer, mais même quand je travaille pour des ONG, ce que moi je comprends pas très bien, les ONG ensemble représentent beaucoup plus d'humanitaire, même en financement, que le système des Nations Unies. Donc il y a un complexe chez les ONG, alors? Oui. Non, franchement, moi je pense, non mais même quand je travaille pour les ONG, c'est pas justement une coordination au niveau des agences. On a des problèmes de notre cuisine interne entre les agences aussi, et c'est pas toujours facile de trouver des accords. Mais si les ONG voulaient travailler ou coordonner un peu plus ensemble aussi, de façon plaidoyer, toutes ces choses que j'entends ici, pourquoi vous ne faites pas ça ensemble? Pourquoi vous ne faites pas entendre toutes ces choses-là au lieu d'intervenir à gauche et à droite et de dire ça tout indépendamment? Vous avez beaucoup plus de poids que vous pouvez imaginer. Sans les ONG, l'ONU ferait quoi? On ferait quoi? Si l'HCR n'avait pas des ONG pour travailler avec, ben l'HCR faisait quoi? Le PAM, il faisait quoi? L'UNICEF faisait quoi? Pas OCHA parce qu'on n'est pas opérationnel, donc là on a moins de problèmes, mais je veux dire, vous avez beaucoup plus de possibilités pour peser sur le débat, ce que vous faites maintenant. Mais c'est aussi parce que l'indépendance totale, selon moi, ça n'existe pas. Mais moi, j'ai vécu des situations sur le terrain où des ONG, simplement, ne voulaient pas parler l'un à l'autre, où tout le monde faisait exactement ce qu'il voulait pour l'indépendance. Mais ça ne facilite pas toujours les choses. Donc, oui, tous ces critiques, je les ai notés, il y en a plusieurs que je connais déjà, et puis je les reconnais, et puis ce sont des choses sur lesquelles on doit travailler, mais venez avec des alternatives, si vous avez des solutions pour rendre le système meilleur, s'il te plaît. Mais si vous faites ça ensemble, vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous pensez. C'est incroyable, la masse que vous avez. Mais si vous continuez à travailler indépendamment, ben là, vous avez moins d'impact. C'est un peu ça. Alors, vous valez plus que vous pensez. Et ça, c'est un ancien. Je dis ça avec ma casquette d'ancien ONG, hein, pas. Alors, qui relève le défi relève le défi de l'interpellation? Oui. Bonjour. Jérôme Larcher de Médecins du Monde. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à votre question, mais en tout cas, juste revenir une dernière fois sur les clusters. Le problème des clusters aujourd'hui, personne ne peut être contre une meilleure efficacité au bénéfice des populations. La question, c'est quel en est le prix aujourd'hui? Est-ce qu'elle en est le prix du sacrifice des principes de l'action humanitaire, qui, je le rappelle, sont quand même relativement simples, a priori partagés par tous les acteurs, mais aujourd'hui, il y a de nouveaux acteurs, des acteurs civils, privés, des acteurs militaires. Et je pense que ceux qui travaillent régulièrement sur le terrain savent qu'aujourd'hui, au sein des clusters, on retrouve des militaires qui des fois le sont, mais de manière un petit peu soit très visible, soit déguisée. Et il y a quand même une porosité qui me semble à la fois dangereuse et délétère pour l'action humanitaire, car clairement les militaires ne travaillent pas sur les principes de l'action humanitaire. Est-ce que demain les clusters vont intégrer dans leur cadre des acteurs privés, mais des entreprises privées qui vont faire de l'aide humanitaire? Il suffit d'aller sur le net pour voir que ce type d'entreprise commence à apparaître. Et là-dessus, je pense qu'il y a des vraies dérives possibles. Et je pense qu'il faut que les Nations Unies rassurent très vite les ONG et les acteurs de l'humanitaire, parce que ces dérives-là peuvent mener, à mon avis, à des conséquences plutôt néfastes.